Je dois, pour des raisons de caméra, parler assis. D'habitude, j'aime bien gambader, sauter comme un cabri. Donc, Privyet, ça me fait très plaisir d'être invité ce soir chez le Cercle franco-russe. Je suis vraiment ravi et honoré. Vous savez, je suis né en 1971. Je suis d'origine italienne, mais nous vivions en Suisse dès l'âge de 4 ans. Et malgré que nous étions dans un petit pays neutre, à l'époque nous étions encore neutres en Suisse, et malheureusement ça s'est arrêté, mais je suis comme tous les enfants de la guerre froide, puisque dans les années 70-80, nous connaissions la Russie sous son nom d'époque qui était l'Union soviétique, et elle nous faisait très très peur. Nous étions en Occident, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, et les plus jeunes, vous ne vous en souvenez pas évidemment, mais nous étions sous la terreur de la guerre nucléaire. Une terreur encore plus grande qu'aujourd'hui, en réalité. Et je me souviens très très bien, un matin, je jouais dans le jardin, probablement un week-end ou un soir après l'école, je ne me souviens pas de la date et de la période, on pourrait la retrouver facilement en ligne aujourd'hui, où ma mère sort en disant « Pierrot », à l'époque c'était qui c'était « Andropov vient de mourir ». Donc, et nous on dit « Mon Dieu !» J'avais 9 ans. Et pour nous, c'était important. « Mon Dieu, Andropov va mourir. Qui c'est qui va être le suivant ?» Parce que peut-être c'est un fou qui va nous envahir, qui va faire la guerre. Et en fait, alors bien sûr, aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte qu'on avait une sorte de psychose. Et je ne sais pas comment était en Union soviétique, comment mes petits camarades de 9 ans, 10 ans, à l'époque, qui étaient comme Somolets ou pionniers en Union soviétique à l'époque, voyaient l'Occident. Est-ce que chez eux, on leur a dit Giscard d'Estaing a été battu, ou c'est Mitterrand le président, au secours, est-ce qu'on va... Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous vivions dans une forme de terreur et de peur liée à la guerre nucléaire, qui était considérée l'extermination totale de toute vie sur Terre. On sait aujourd'hui que ce n'est évidemment pas comme ça que ça pourrait se passer, mais c'était terrifiant. Et donc, on s'y intéressait forcément. Donc, depuis petit, j'ai toujours été intéressé à l'histoire, et forcément, donc on était curieux de qu'est-ce qui se passait en Afghanistan, qu'est-ce qui se passait lorsqu'il y a eu la chute du mur, comment allait réagir l'Union soviétique, et puis quand il y a eu le coup d'État, enfin cette tentative de coup d'État complètement ratée, heureusement en 91, où on voyait les tanks dans la rue à Moscou, nous étions, bon là j'avais 20 ans, donc on avait déjà un petit peu de recul, mais on se disait, bon, que va-t-il se passer? Et puis dans les années 90, forcément, eh bien, nous avions, là même les plus jeunes peut-être s'en souviennent, nous avions une image très mauvaise de l'Union soviétique. C'était le monde de la Russie, la nouvelle fédération de Russie, avec des mafias partout. Et d'ailleurs, une partie de ça était vraie. Il y a eu beaucoup de criminalité, beaucoup de chaos économique, beaucoup de difficultés. Et c'est vers la fin des années 90 où, par le biais du travail, j'ai commencé à voyager en Russie et dans les anciennes républiques de l'Union soviétique. Donc j'ai travaillé un tout petit peu et voyagé, bien sûr, en Russie, en Ukraine, dans les pays baltes, beaucoup. Et donc j'ai commencé à connaître un petit peu ce monde mystérieux qui nous faisait tant peur quand j'étais enfant. Et bien sûr, j'ai découvert un monde extraordinaire de culture. Bon, la culture, évidemment, on la lisait à l'école à l'époque. À l'époque, on lisait des livres. Dans les écoles, on nous incitait à lire Gogol, Dostoïevski. Je me souviens bien de ces livres-là. Enfin, pas tout Dostoïevski, mais une partie. Même Tchekhov, La Mouette, et plein d'autres. Et puis la musique, bien sûr, et tout ça. Et quand j'ai commencé à pouvoir voyager en Russie, évidemment, au début, j'ai mal choisi la saison. Il faisait froid, je m'étais mal préparé à ce froid. Et puis petit à petit, on apprend à découvrir les gens, à découvrir les personnalités. On découvre que c'est pas vrai, c'est pas un pays d'alcooliques, enfin, un peu aussi, mais c'est pas un pays que d'alcooliques à l'époque, c'est un pays de grands ingénieurs, de grande culture, de gens qui peut-être à un premier abord sont difficiles d'accès, je ne parle pas russe, et puis après on découvre par les amitiés, par le travail, des liens, et je suis devenu un grand ami de la Russie, et j'ai été ravi de voir qu'au cours des années 2000, où là j'ai beaucoup plus travaillé avec plus de succès d'ailleurs dans la vente, puisque les entreprises russes, je me souviens de Sberbank, à qui on a vendu des logiciels, j'étais dans les logiciels à l'époque, et des industries pharmaceutiques et plein d'autres, avaient commencé à avoir des compétences
vraiment extraordinaire au niveau de ce que je pouvais juger, c'est-à-dire du marketing, de la vente, du business. Évidemment, je ne peux pas être juge des compétences d'ingénierie, mais l'histoire parle pour la Russie. Enfin, c'est un pays qui, quand j'étais petit, Skylab et Soyouz, cette rencontre dans le début des années 70, elle nous avait marqué, et puis toute l'historique qu'il y avait avant, de Sputnik, Gagarine, la première sortie dans l'espace, etc. C'était fascinant, même si on n'aimait pas le communisme, ou on considérait l'Union soviétique comme un danger qui nous faisait peur, on reconnaissait une prouesse et on avait une estime pour les capacités d'ingénierie de je sais pas, Tchekhov dans la poésie, ou pas Tchekhov, Pouchkine dans la poésie, et plein d'autres choses. Et puis, j'étant moi-même un amateur d'histoire militaire, forcément, des gens comme Zhukov ou Rokossovski, ou même avant des Kutuzov à l'époque napoléonienne, ou qui sont passés chez moi en Suisse, nous ont marqués et sont intéressants à lire, à étudier. Toute l'épopée de la conquête de l'Est par l'épopée tsariste est fascinante et super intéressante. Et puis nous avions aussi la littérature francophone qui, sous forme de, par exemple, c'est Victor Hugo avec le truc où il est aveugle, ils lui mettent le... Comment il s'appelle ? Michel Strogoff, c'est ça qui est... Bon, c'est romanesque, évidemment, mais c'est fascinant. Et puis, il y a cette épopée... Je vous raconte une petite anecdote, et ensuite on parle plus de livres, mais j'avais une petite entreprise qui aidait les sociétés de logiciels américaines à s'implanter et à développer leurs affaires en Europe, au Moyen-Orient, et y compris en Russie. Et il m'est arrivé de prendre des clients américains qui venaient de Californie ou de Chicago, je me souviens très bien de celui-là, et on les amenait à Moscou pour aller voir justement Sberbank et leur proposer nos logiciels. Et d'ailleurs, ça a été un succès. Mais à un moment, voilà, on a un moment de libre, et donc ils sont là, je dis, Moscou, montre-moi la place rouge. Mais bien sûr, c'est fascinant, il faut aller la voir. C'est beau, il y a cette magnifique basilique, et puis le tombeau de Lénine, et puis c'est des images qui ont marqué le siècle dernier. Et encore aujourd'hui. Et donc, nous y sommes allés, et puis je lui dis, voilà la place rouge, et je lui dis, voilà, c'est de ce balcon, et comme je sais qu'il ne connaissait pas beaucoup l'histoire, je lui fais un peu un cours, et je lui dis, c'est de ce balcon que Napoléon a... Et Napoléon était là, il a vu Moscou brûler, et puis je dis une chose qui est fausse, évidemment. Je lui dis, et même Hitler était là, et tout. Et je m'attendais qu'il me dise, mais non, tu te moques de moi. Et il disait, ah bon? D'accord. Voilà, alors je me suis beaucoup amusé avec mes clients américains à travers l'Europe, je vous assure. Et deuxième anecdote, et puis on arrête de se moquer, c'est pas bien de se moquer. Voilà, j'étais aux États-Unis et une de mes collègues travaillait dans un département où il y avait un collègue, un ingénieur, un russe, qui développait des logiciels, et sur son bureau, il avait une photo d'une statue de Lénine qui était déboulonnée, qui était enlevée. Et un des collègues américains, il regarde la statue et il dit « Qui c'est ?» C'est pas qui c'est, Lénine. Bon. Et donc ma collègue française, parisienne, c'est un peu espiègle, elle dit aux autres collègues « Venez voir, à votre avis, c'est qui ?» Tous des Américains. Et les gens disent « On ne sait pas. » Il y en a un qui dit « Ah, Charles de Gaulle !» Voilà, j'ai dit « On arrête de se moquer des Américains. » Ils ont aussi leur qualité. J'aime beaucoup le peuple américain aussi. Et bref, donc j'ai beaucoup apprécié aussi de voir l'évolution de la Russie au cours des années 2000 et puis 2010. Et malheureusement, j'ai vu aussi dans ces 20 dernières années une presse, des médias, et étant amateur d'histoire, j'ai pu voir des parallèles avec ce qu'on pouvait lire au XIXe siècle avant la guerre de Crimée, surtout des médias britanniques et de plus en plus américains au fur et à mesure qu'on se rapproche d'aujourd'hui, extrêmement hostiles. Et hostile, évidemment pas d'une manière objective, en étant... la critique est toujours possible, bien entendu, et de tous les pays, et de toutes les politiques. Mais une critique partisane, une critique qui ne correspond pas à la réalité pour quiconque a un tout petit peu de connaissance de la réalité du pays. Ce n'est pas une dictature, ce n'est même pas un régime si autoritaire que ça. J'ai moi-même un petit investissement, j'ai un hôtel dans l'Altaï, dans les montagnes de l'Altaï, qu'un ami gère et qui fait, j'espère, prospérer, enfin on espère, mais
et qui évidemment se concentre sur de la clientèle russe aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de touristes étrangers, malheureusement, mais c'est comme ça. Et je peux vous assurer, enfin vous le savez peut-être mieux que moi, mais c'est une facilité extrême de monter une entreprise en Russie. Il n'y a pas de bâton dans les roues de la part de l'État, il n'y a pas d'impôts confiscatoires comme dans certains pays, suivez mon regard. Et donc, moi je n'ai pas senti l'État, je n'ai pas vu d'officiers avec des bottes et des uniformes venir surveiller qu'est-ce que je fais, est-ce qu'on doit vous censurer, qu'est-ce que vous dites. Non, j'ai vu une liberté. Alors certes, on va me dire oui, mais c'est à l'est de l'Oural, mais même à Moscou. Oui, il y a de la police, oui, c'est ordonné, c'est propre. Les gens, même les gens étrangers, ils respectent les règles, ils vont mieux, et c'est très bien. Et personne ne vient vous embêter, personne ne va vous demander ce que vous pensez, personne ne vient vous dire « Alors, qu'est-ce que tu penses de Vladimir Poutine hein? Tu as des critiques? Attention, tu vas aller en prison. » Mais pas du tout, jamais. Et bon, donc j'ai trouvé que c'est un pays très agréable à vivre, avec évidemment, on connaît tous du nord au sud, les différences, les paysages. Pour ceux qui aiment les steppes, il y a des steppes. Pour ceux qui aiment les montagnes comme moi, il y a des montagnes. J'ai skié sur le mont Elbrus, c'était sympa. On a de la mer, on a les marécages, on a le froid, on a le chaud, on a l'Extrême-Orient que j'aimerais visiter un jour. Et c'est un pays fascinant, et c'est un pays qui devrait être notre ami, comme on le rêvait, nous, à la fin de la guerre froide, quand on se dit enfin que ce système soviétique, qui clairement était pas terrible, une fois qu'on s'en est débarrassé, on va pouvoir être dans l'amitié entre les peuples, parce que c'est ce qu'on nous avait vendu. On va être dans l'amitié, dans la recherche, dans la conquête spatiale, dans la recherche, dans la biologie, dans la médecine, où les Russes étaient, ou même les Soviétiques étaient très en avance à l'époque. Je me souviens notamment dans la chirurgie de l'œil, j'y connais un peu, j'ai eu un problème de rétine, et beaucoup des technologies utilisées en Occident venaient de Russie, en fait, de l'Union soviétique à l'époque, dans les années 90. Et donc, on rêvait à cette unité entre les peuples. Et là, depuis les années 2000, on se rend compte que il n'y a pas besoin d'aller dans l'histoire, il n'y a pas besoin de donner des noms, mais c'est clair qu'on voit une recrudescence qui aujourd'hui est consommée, malheureusement, et j'espère qu'un jour on aura à nouveau un lien et une amitié, votre association œuvre pour ça, et je vous en suis gré, que l'on puisse à nouveau, de notre côté, convaincre les escrocs qui veulent la guerre et qui veulent nous pousser au conflit, de dégager, et que la population qui les a crus redécouvre un processus de lien et d'amitié et de découverte mutuelle. Et d'un autre côté, et ça c'est une critique que je veux faire envers mes amis russes, de cesser du côté russe d'avoir un complexe d'infériorité envers l'Occident. Et je crois qu'avec ce qui se passe en ce moment, ce complexe d'infériorité est en train de disparaître. Je pourrais faire la même critique avec les Polonais, qui achètent des trucs américains juste parce que c'est américain alors que ça ne marche pas, parce que ce n'est plus la qualité des années 60-70, c'est devenu mauvais. Ou je pourrais faire la même critique, bien que ce ne soit pas tout à fait de la même manière aux Roumains, que je connais aussi très très bien. Et puis on ne parle même pas de mes amis ukrainiens, de nos frères, nos cousins ukrainiens, qui, pour une grande majorité d'entre eux, non plus ne veulent pas ces guerres, ne veulent pas ces conflits, et qui se sont fait avoir en partie. Alors, on se fait tous avoir, hein, même nos ancêtres, en 14-18, on s'est tous fait avoir. Allemands, Français, Anglais, Italiens, Russes, on s'est fait avoir dans une guerre inutile, entre cousins, entre frères, et c'est très dommageable. Moi, je suis très pacifiste. Je ne suis pas non-violent, mais je suis très pacifiste. Bref. Donc, c'était un petit peu une toute petite introduction pour vous dire que je suis un ami et clairement un très modeste étudiant de l'histoire russe et de la culture et du peuple russe, et que j'espère que la situation actuelle se termine bientôt, bien que pas à n'importe quel prix. On pourra en rediscuter dans les questions. Et j'ai également eu la chance, mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, que j'ai commencé à concevoir dans ma petite tête à partir de 2005, et qui est sorti en 2011, a été un grand succès, et d'ailleurs traduit en russe, et publié en Russie, et que j'avais commencé à réfléchir à cette époque aux tendances lourdes qui poussaient le monde, surtout le monde occidental, vers ce que je pense être un effondrement, une série de catastrophes très lourdes, de chaos économique à partir des années 2020. 2020-2025, c'est les années où les choses commencent à s'embrancher. Pourquoi? C'est parce que c'est pas mon avis, c'est une conclusion de l'étude de différentes tendances
liées à la démographie, liées aux accès à l'énergie, liées au conflit pour celle-ci. J'avais pu remarquer qu'à partir de 2001-2003, dans la série des mensonges, il y a le 11 septembre, on accuse l'Irak quand même, qui n'a rien à voir. Alors déjà, l'Afghanistan, à mon avis, pas grand-chose non plus. Mais l'Irak, on peut dire, on a plein de choses à dire sur l'Irak, mais pas le 11 septembre. Donc, on a très bien vu comment le mensonge s'est développé. Là, ça m'a ouvert les yeux. J'étais un peu naïf jusque-là. Et j'avais remarqué à cette époque que l'Irak avait quand même quelque chose. On a amené la liberté et la démocratie en Irak, peut-être parce qu'il y a un petit peu de pétrole dans le sous-sol, et alors qu'on n'a pas fait le même exercice avec le Zimbabwe où ils font du tabac, par exemple. Et donc, c'est pour illustrer l'importance des ressources naturelles, dont les ressources liées à l'énergie, comme le pétrole, etc. Juste sur ce point, encore une fois, ce n'est pas mon avis. J'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup eu comme client, d'ailleurs même en Russie, Lukoil, mais comme client avant dans le Moyen-Orient et l'Afrique, des gens comme Total, comme Koweït Petroleum, comme Saudi Aramco, etc., à qui j'ai vendu des logiciels. Et donc, par ce biais, on s'intéresse, quand on veut être capable de vendre, surtout quand c'est des ventes de plusieurs millions de dollars à chaque fois, on s'intéresse au business du client, on lui pose des questions. Donc on rencontre, à l'époque, je travaillais avec M. de Margerie, qui malheureusement est décédé depuis dans des circonstances assez troubles, mais qui à l'époque était le responsable de Total Moyen-Orient. Et donc on discutait avec lui, avec des ingénieurs, et notamment des géologues, qui nous disaient, voilà, à partir de 2020, le pétrole bon marché, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Heureusement, on a eu les pétroles de schiste qui ont un petit peu comblé le delta, mais ce delta, il arrive, il est imminent. Or, nous avons besoin de pétrole. Donc, ce n'est pas simplement mon avis, ce n'est pas que je suis un écolo fou, je suis un petit peu écologiste, bien sûr, mais je ne suis pas fou en disant le pétrole, c'est mal, donc il n'y en aura plus et c'est très bien. Non, 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 c'est très utile le pétrole, c'est pour ça qu'on est tous là, qu'on est vêtus, qu'on est nourris, peut-être trop nourris même, et qu'on peut se déplacer dans les embouteillages à Paris lentement. Et ça, c'est un exemple, l'énergie, mais il y a aussi le cuivre, les métaux, etc. Toutes sortes de ressources qui sont abondantes en Russie, d'ailleurs, ce qui pourrait expliquer certaines ambitions de certains quant au territoire et ce qu'ils décèlent en son sein. Et puis, ces tendances, liées notamment, par exemple, à la dette, cette dette incroyable qui ne fait qu'augmenter et qui, un jour, nous amène à la faillite, à la ruine, tôt ou tard, et certainement à la perte de la valeur de notre monnaie, par le biais de l'inflation qu'on constate aujourd'hui. Alors là aussi, par exemple, j'avais évidemment, en 2011, quand le livre est sorti, je me suis dit, voilà, à partir de 2015-16, là, on commence à rentrer dans les phases de grosse inflation. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on a inventé les taux d'intérêt négatifs. Sauf que ça nous rattrape. C'est simplement, voilà, j'ai été un petit peu optimiste ou pessimiste, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, cette inflation nous a rattrapés. Et elle est là. On l'a tous senti en faisant nos courses, et nous ne sommes malheureusement qu'au début. Et donc cette fuite en avant financière, cette fuite en avant même politique, puisqu'on a des leaders qui sont non seulement très compétents, mais incroyablement bienveillants, comme vous l'avez constaté ces 20 dernières années, tout parti confondu et pratiquement partout en Occident, eh bien nous amène, et ça je l'avais écrit en 2011, inévitablement, la guerre va être une des solutions proposées. Je ne sais pas si elle aura lieu, en tout cas elle a lieu déjà dans certains secteurs, dans certaines régions, elle n'est pas générale, espérons qu'elle ne viendra pas, mais l'envie de résoudre une solution de faillite par le conflit qui normalement unit les gens, derrière leur leader suprême, derrière leur grand timonier céleste, le petit père des peuples, on verra si ça marche ce coup-ci, je ne crois pas, eh bien peut être une solution d'escroquerie, encore une fois, plutôt de cacher, plutôt que d'admettre qu'on s'est trompé et qu'il va falloir faire pour le coup un reset, un sacrément difficile reset de nos économies, de nos finances et même de la structure sociale fondamentale de nos pays en Occident. Non, non, avouer l'échec et en payer le prix, y compris de leur personne, des responsables des 20-30 dernières années, qui ne sont que d'ailleurs les derniers arrivés, parce que les vrais responsables en réalité étaient bien antérieurs. Mais ce prix ne sera jamais accepté, donc il risque vraiment de nous emmener dans des guerres peut-être définitives pour certains, mais qui peuvent nous emmener loin. Donc ça, je l'avais prévu, je l'avais dit, faites attention, en 2011, je disais faites attention,
il y a clairement des pays qui sont ciblés, la Chine, la Russie, et donc logiquement, pour attaquer et aller saisir finalement, in fine, le jeu étant les ressources du sous-sol russe, forcément, on va utiliser les anciens pays de l'Union soviétique, les pays comme l'Ukraine, évidemment. Je n'avais pas mentionné la Géorgie, mais j'aurais pu. Peut-être les pays baltes et autres. Et on voit que cette tendance a eu lieu. Maintenant, la bonne nouvelle, d'ailleurs, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est que, par rapport à ce que j'écrivais de manière très pessimiste en 2011, c'est qu'au fond, notre anthropologie a changé. Nous ne sommes plus capables de faire des guerres. Ah, mais par exemple, la peur d'aller à la guerre, elle est légitime, parce que généralement, on se fait mal. Hein, on se griffe, on se brûle, on peut attraper le tétanos, et pire. Et surtout, face à des puissances nucléaires, quand même. Et surtout, pire que ça, parce que c'est pas, la question n'est pas l'ours russe qu'on attaque avec une cuillère, à mon avis. C'est une belle analogie, je l'aime bien. Mais c'est pas seulement ça, puisqu'on l'a fait dans le passé. Hein, la guerre de Crimée, elle n'était pas très légitime en réalité, mais bon, elle a été faite, et puis à la fin, on a trouvé une sorte d'accord. Alors, certains disent la Russie a perdu, d'autres ont dit les Occidentaux. Mes ancêtres piémontais ont fait partie de cette expédition malvenue d'ailleurs. Et bref, bien sûr que c'est dangereux. D'ailleurs, à la guerre de Crimée, il y a eu beaucoup plus de morts par maladie et de froid que de combat, hein, qu'au combat. Il se disait qu'il faisait chaud en Crimée, ouais, mais pas l'hiver. Et bref, je pense que beaucoup d'Européens, bien sûr qu'ils ont peur de la guerre parce qu'ils n'ont plus l'anthropologie, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas fait de service militaire de plus en plus. Donc ils se disent, mais attendez, et même il y a un côté hypocrite parce que finalement, quand c'est les Ukrainiens qui meurent pour vaguement nos intérêts qui ne sont pas très bien compris, en plus, parce que je défie quiconque d'expliquer quel est l'intérêt des Européens dans cette guerre. Enfin, moi, je ne comprends pas. Et même les élites, ou alors même les dirigeants, ils vont nous sortir des exemples un peu vaseux de démocratie, blablabla, les valeurs, les machins. Mais en réalité, c'est quoi l'intérêt? Je veux dire, c'est de la psychose, ou de la malveillance terrible, ou encore plus haut que les dirigeants qui existent en Europe, les vrais possédants, qui ne sont pas tous unis sur la question d'ailleurs. Là, on peut se dire, oui, le plan de l'époque, voilà, aller conquérir comment s'appelle, ce centre asiatique soi-disant stratégique pour les États-Unis, mais finalement, on ne va pas se voiler la face. Il s'agit de dominer le monde comme l'ont rêvé beaucoup de conquérants, d'Alexandre le Grand à César, à Bonaparte et plein d'autres. Et au bout d'un moment, ben, on se casse les dents parce qu'on tombe toujours sur un ennemi plus fort. La Russie n'est pas... Les gens disent que la Russie est invincible. Moi, je peux vous donner des exemples de guerres que la Russie a perdues dans l'histoire, mais c'est pas... Mais c'est des guerres périphériques, d'ailleurs. Ce n'étaient pas des guerres existentielles. Mais enfin, la question, ce n'est pas gagner-perdre. La question, c'est à quoi bon? Et surtout, oui, bien sûr que les gens n'ont pas envie n'ont peur d'aller faire la guerre. Mais moi, je pense que vous en connaissez encore plus que moi, mais il y a des officiers supérieurs, des soldats qui sincèrement veulent faire leur travail, mais qui se disent, mais attendez, c'est un peu comme si on disait au Liechtenstein en 1914, tu vas attaquer l'Allemagne tout seul, quoi. Mais non, non, c'est pas possible. Et je trouvais un exemple l'autre jour, parce que les gens ne le connaissent pas, mais j'ai beaucoup travaillé 14-18 en histoire. Peu de gens savent que le Portugal est entré en guerre du côté de l'Angleterre et de la France. Et c'est un peu l'analogie, c'est un peu comme aujourd'hui cette guerre, où on a quand même une puissance qui est en train de se faire démonter les pauvres. Moi, j'ai vraiment de la tristesse pour le peuple ukrainien, qui est obligé de s'exiler, pour plein de raisons. Enfin, il a un gouvernement de fous, bref. Et c'est un peu comme tout d'un coup, on dit, bon, c'est comme en 14-18, on va rajouter les Portugais sur le front où il y a les Français et les Anglais, qui sont des millions, et on va rajouter 20 ou 30 000 Portugais en plus. Mais ça n'a aucune incidence. En plus, ils n'étaient pas préparés, ils sont arrivés, ils se disent, oh putain, les Allemands, ils ont été mis en arrière au bout d'un moment, très vite, parce qu'ils étaient très gentils, très courageux, mais... Et là, on nous dit, moi je vois les journaux, on dit, ah, l'armée française est aguerrie, mais aguerrie comment? Face aux Maliens, enfin... Elle s'est aguerrie. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de respect pour mes amis légionnaires ou fusiliers marins, mais la critique n'est pas envers le militaire, c'est le journaliste qui raconte des trucs complètement absurdes. Mais quelle aguerrie? Mais aguerrie quoi? T'as jamais eu un obus d'artillerie, un barrage d'artillerie? Tu sais pas, enfin moi non plus, je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de savoir.
et aller dans une guerre. Alors ça, c'est pour mes amis américains, parce que j'ai beaucoup d'amis ils sont en train de prendre leur retraite parce qu'ils n'aiment pas trop les formations au wokisme. Et franchement, militaire, marcher en talons aiguilles, c'est compliqué. Donc ils quittent l'armée américaine. C'est plutôt dans l'armée de terre que j'ai des contacts, beaucoup de contacts. Mais ils n'ont jamais connu une guerre où ils n'ont pas la supériorité aérienne. Genre jamais. Et donc là, ils disent, mais nous, si on nous envoyait en Ukraine ou dans les pays baltes ou en Finlande ou Dieu sait, ils se disent, mais ils ont peur. Bien sûr qu'ils ont peur. Et ils ont peur parce que, alors il y en a qui pensent, oui, mais les Russes... Ok, mais tu as une aviation et une artillerie face à toi. Nombreuse, efficiente, et elle, oui, aguerrie maintenant, rodée. Donc il y a une fronde au sein de... Alors, la marine et l'aviation disent non, mais nous on sait tout faire, on sait faire. Mais après, on leur fait remarquer que 50% de leur matériel ne marche plus, parce que les budgets sont gigantesques, mais l'argent, visiblement, il ne finit pas dans le matériel ou dans l'entraînement ou dans les gens. Il part quelque part. Ben oui, parce que tous les empires, en fin de vie, sont corrompus. Et l'argent, il est volé, il part dans des projets qui ne fonctionnent pas, ou qui servent à créer de l'emploi, mais enfin, plus ou moins de l'emploi, et des projets politiques et non plus de la réalité. Moi, je connais très très bien l'industrie militaire aux États-Unis, parce que j'ai un peu travaillé en tant que fournisseur, enfin pas moi directement, mais enfin, j'ai des bons contacts. Et ils me disent tous, depuis de nombreuses années, que tout a été dépensé en Irak, en Afghanistan, tout le matériel a été envoyé, et tout ce qui était censé le remplacer, c'est fou comme le monde occidental ressemble à l'Union soviétique, mourante. Et comme la Russie, l'ex-Union soviétique, ressemble au monde occidental d'avant, avec un dynamisme économique, avec finalement une forme de... moi, j'ai trouvé une grande liberté d'expression. On pourrait nuancer un petit peu sur certains sujets, mais dans l'ensemble, c'est très libre. Il n'y a personne qui m'embête. Bon, après, moi, je suis étranger, donc quand je vais en Russie, je suis très respectueux des lois et des choses, comme il se doit. Mais je peux constater que nous avons inversé énormément le monde. Et je n'ai que 50 ans, et j'ai pu voir une inversion totale qui est hallucinante, qui est incroyable quand on y pense. Parce qu'on se moquait de l'Union soviétique à l'époque, avec les MiG-27 qui étaient nuls, les missiles air-sol qui ne fonctionnaient pas. Et c'est vrai, il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas, mais il y avait des trucs qui fonctionnaient très bien. D'ailleurs, ils sont encore utilisés aujourd'hui. Il y a des MiG-31, des Sukhoi 24, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu le matériel. Et en plus, il y a des nouveautés, des nouvelles choses, des missiles hypersoniques. Tout le monde... En fait, ma thèse, c'est que pendant la guerre froide, dans les années 80, on a dit on va faire cette guerre des étoiles. Et en fait, c'était une esbrouffe pour ruiner l'Union soviétique qui n'allait pas pouvoir suivre la technologie américaine aussi par complexe d'infériorité. En disant, si les Américains ils nous lancent une guerre, finalement une course à l'armement technologique, on va la perdre. Donc ils ont essayé, puis ils se sont dit, bon, ça nous coûte tellement cher. Mais en fait, les Américains, ils n'avaient rien fait. C'était un immense bluff. Pour ça, ils étaient encore compétents à l'époque. Et je pense qu'ils ont encore des gens compétents dans certains domaines. Mais après, les Russes ont continué le développement parce qu'ils se sont dit, c'est pas parce que c'est la fin de la guerre froide qu'on se désarme, etc. Et des ingénieurs intelligents, compétents, travailleurs, ils ont continué les plans, etc. Et on en arrive aujourd'hui, parce que le missile hypersonique, à l'origine, c'est l'intercepteur de l'ogive nucléaire qui vous tombe sur la tête, à l'origine. Donc ensuite, on peut l'utiliser pour autre chose, puisqu'on a la technologie de cette grande vitesse, de cette hypervélocité. Alors qu'aux États-Unis, on n'avait pas besoin. Alors on a fait des F-35, je ne sais pas combien de milliards par unité, des trucs qui ne marchent pas. Nous-mêmes, en Suisse, on s'est fait couillonner, on a décidé de les acheter. Et quel gâchis d'argent, enfin bon. Alors que mes amis pilotes en Suisse sont parfaitement satisfaits du F-18, qui est un excellent avion. Mais là, ils sont tout fous parce qu'ils disent « Ah, on va voir le truc. » Mais quelques moutons noirs dans l'équipe, ils commencent à dire « Mais vous avez vu que ce truc, ça marche pas bien, hein, voire ça marche pas du tout. » Donc, nous sommes devenus mous, faibles, ruinés, et désunis puisque nous sommes hétérogènes culturellement, religieusement, mais... On pourra me dire, la Russie aussi est hétérogène, mais la Russie sait le gérer, pas nous. Elle sait le gérer parce qu'on sait qui commande et on sait quelles sont les règles et tout le monde les suit, plus ou moins. Il y a toujours, malheureusement, comme on a vu dans cet événement tragique de vendredi dernier, il y a toujours des voyous, il y a toujours
est terrible. Et d'ailleurs, si j'ai une critique à faire pour la Russie, c'est pourquoi ne laissez-vous pas les honnêtes citoyens porter des armes, comme au Bataclan? En Russie, ça marchera mieux qu'en France. Ça marche en Israël, ça marche en République tchèque. Et même en Israël, d'ailleurs, on a vu le 7 octobre, ça ne marche pas toujours très bien, mais ça pourrait être pire s'il n'y avait pas cet élément. Mais bon, ça c'est une petite critique d'un Suisse qui a des armes à la maison et qui a une culture de cela. Ce premier livre avait prévu ce genre d'événement. Alors, je ne suis ni un prophète, je ne fais que esquisser des tendances qui me paraissaient arriver entre 2020 et 2025 à un moment de démarrage d'un gros effondrement. Puis on a eu le Covid qui a un peu ralenti les choses, qui les a empirées, mais qui les a ralenties. Mais nous y sommes en réalité. Et depuis ces 10 dernières années, depuis que mon livre est sorti, et j'en ai écrit d'autres pour affiner un petit peu les concepts, j'ai même écrit un livre sur les pandémies en 2016 en disant « Attention, on a un risque de pandémie statistiquement bientôt, donc voilà qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer, etc. » C'est-à-dire pas du tout ce qui a été fait. Et beaucoup de mes lecteurs me disent « Bon, c'est très bien, tu nous apprends à... » Parce que mes livres ne font pas que d'expliquer les problèmes, mais donnent des solutions à l'échelle individuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer, faire des stocks? Et d'ailleurs, l'exemple de la Russie, enfin de la transition de l'Union soviétique à la Russie était expliqué dans le livre, puisque je parlais de ces jardins, des jardins ouvriers, mais aussi des dachas où beaucoup de gens, finalement, faisaient leurs concombres, leurs choux, leurs pommes de terre, leurs tomates, en fonction des saisons, et qui les ont beaucoup aidés pendant la crise des années 90, qui était une crise très très dure, surtout dans la première moitié, où tout d'un coup, les réseaux de production, les réseaux de distribution étaient cassés. Et puis, une économie planifiée qui fabriquait des moteurs d'avion à Kiev, des fuselages à Rostov, et puis que sais-je, les pneus dans l'Oural. Maintenant que tout est découpé, partagé, vendu à des oligarques, etc., comment on coordonne de nouveau tout ça? Il n'y a pas de pouvoir central qui dit vous devez produire 10 000 trains d'atterrissage qui sont envoyés dans une usine d'assemblage à Smolensk, dans laquelle arrivent 400 moteurs chaque année de Kiev et, je ne sais plus ce que j'avais dit, des fuselages et 300 fuselages de Rostov. Il n'y a plus personne qui coordonne ça. Et c'est pareil pour la nourriture. Chaque communauté agricole, kolkhoz ou autre, faisait sa nourriture, mais elle la vendra à qui? Qu'est-ce qu'on fait de ces ces milliers de tonnes d'oranges en hiver qui poussent en Crimée? On les envoie à qui maintenant? À Saint-Pétersbourg, mais ce n'est pas notre pays. Maintenant, c'est la Russie, nous on est en Crimée. Alors, petit à petit, ça s'est remis en place, mais les premières années ont été extrêmement difficiles. C'est fascinant à découvrir. J'ai d'ailleurs suivi à cette époque, plutôt dans les premières années des années 2000, un cours à l'Université de Genève sur l'économie de l'Union soviétique. C'était fascinant de voir comment une économie s'était organisée avec des planifications. Ce n'était pas complètement inefficace d'ailleurs, il y avait des choses qui marchaient très bien, mais une fois que ça s'est cassé, c'était un chaos total, forcément. Et donc, pendant que cette économie s'est reconstituée, s'est réorganisée très très difficilement, eh bien, les gens ont un peu quand même survécu grâce à leur petite production propre, grâce au marché parallèle, grâce à la débrouille. Ça, je trouve que le peuple russe a un point commun, et pas que le peuple russe, les Caucasiens aussi, encore plus, ont un point commun avec nous autres Italiens. Enfin, moi, je suis d'origine italienne. Je ne peux pas dire Suisse sur ce point-là, sur le côté débrouille. Les Suisses ne sont pas dans l'approche débrouille, ils sont dans l'approche responsable, organisée, à l'heure, tout fonctionne bien, toujours, quasiment toujours. On a eu notre premier cas de terrorisme cette année. On a quand même un type avec une hache qui a bloqué 14 personnes dans un train pendant 6 heures. Je suis scandalisé que 14 personnes n'aient pas sauté sur le type tout de suite. C'est trop facile, un type avec une hache. Enfin bon. Bon, la police est venue, ils sont arrivés à 140 policiers, ils l'ont abattu. C'est overkill, évidemment. Mesquine, comme on dit, quoi. Le pauvre. C'est un fou, quoi, c'est sûr. Bref. Déséquilibré, possédé par son hache. Et donc, les gens me disent, ton livre nous stresse, nous fait peur, nous angoisse, alors que tu es censé nous amener des solutions. Des solutions sur l'autonomie, sur la résilience, certes. Tout ça, je les explique en détail, j'explique comment faire et tout. Et je vous laisserai peut-être découvrir cet autre livre un jour, mais en attendant, tu nous fais peur. Et moi, je dis, mais c'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Je voulais au contraire vous dire, attention, il va se passer des choses graves, on va dans une période difficile. Et on est dans une période difficile maintenant.
Et on est dans une période où on nous met en danger de plus en plus. On n'a plus de sécurité, on n'a plus de prospérité pour la moyenne. On a des troubles civils qui commencent à gronder. On l'a vu l'année dernière en juin. Bien sûr que c'est angoissant. Et donc j'ai commencé à réfléchir déjà il y a 8 ans, mais puis ça s'est accéléré depuis le Covid, à comment je peux amener des solutions à cette peur et à cette angoisse qui s'enchaîne et d'ailleurs qui est utilisée de plus en plus comme manière de nous gérer de la part des États. On nous fait peur et simplement la différence, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Depuis toujours, on désigne un ennemi qui nous fait peur et qu'il va falloir nous préparer et payer des impôts pour le combattre et donc servir une caste dirigeante. Bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne nous apporte pas la solution. Avant, on nous disait « ne vous en faites pas ». Oui, certes, l'allemand nous fait peur, ou l'espagnol moins, l'italien encore moins. Mais bref, on a des ennemis extérieurs, intérieurs, on a des problèmes économiques. Faites-moi confiance, je gère. Donnez-moi votre argent, faites-moi confiance, je vais gérer ça pour vous, je vais vous protéger, et je amènerai ou je re-amènerai les conditions de la prospérité. Bon, c'est un contrat social quelque part. Mais depuis une dizaine d'années, et particulièrement depuis le Covid, c'est peur, sur peur, sur peur. Les débats politiques, c'est attention, on a peur de ça. L'immigration, la guerre civile, peu importe. Et sans doute sont-elles justifiées. Et les autres disent attention, les Russes vont nous envahir. 140 millions d'habitants sur un territoire aussi grand, est-ce crédible qu'ils aient envie d'envahir, sans aucune idéologie particulière, envahir l'Europe? Se farcir à nouveau les Polonais, les Allemands? C'est compliqué à gérer. Moi, j'adore les Polonais, mais ils ont un problème avec les Russes, et avec les Allemands, et avec tout ce qui n'est pas polonais. Mais bon, ils sont adorables à part ça. J'adore. Mais non, bien sûr que non. Mais on essaye, on va nous faire peur. Attention, ils vont venir manger vos bébés. Bon, on n'a plus de bébés, de toute façon, donc il n'y a rien à manger. Et bref, et puis, qui voudrait gérer un pays comme la France? Qui voudrait conquérir la France aujourd'hui? C'est le cauchemar. Moi, je suis votre voisin. On me dit, tiens, tu deviens Gauleiter pour le Bruxelles de la France. Mais jamais. D'abord, je ne parle pas arabe, pas très bien. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc c'est absurde, mais malgré tout, ils essaient, ils nous font peur. Et puis ensuite, c'est l'inflation, attention, alors c'est la faute de Poutine pour l'inflation, et en plus, on n'a plus de gaz pour se chauffer. Donc à chaque fois, on rajoute des peurs. Des peurs parfois réelles et légitimes, mais sans solution. Et ça, c'est une nouveauté. On nous fait peur sans solution. Donc ce livre tombe juste, encore une fois, comme peut-être celui de 2011 qui tombait juste, et il est en train de démarrer en trombe, il n'y en a bientôt plus, donc on va devoir réimprimer, mais en tout cas, il cartonne. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans ce livre? Tout d'abord, j'essaie de faire comprendre à mes lecteurs qu'est-ce que c'est que la peur. Parce que si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut ni la combattre, et vous allez voir, il ne s'agit pas de combattre la peur, ni la maîtriser, ni la gérer, donc il faut la comprendre. Et pour comprendre la peur, on se rend compte que, pour faire très très simple, parce que comme vous avez vu, c'est un livre assez épais, il peut être très utile dans le métro en cas d'agression, vous lisez votre livre, quelqu'un vous embête, vous l'assommez à coups de livre, pas trop, parce que sinon il meurt, et après vous avez des embêtements de toutes sortes, mais c'est presque aussi bien que porter une arme comme on le fait en Suisse chez nous, au cas où il y aurait quelqu'un avec une hache. J'ai plein d'idées dans ma tête, donc je me refocalise, je me reconcentre. Comprendre la peur, c'est comprendre que c'est une émotion qui est suscitée par notre cerveau, comme toutes les émotions, qui, lorsque nos organes sensoriels ressentent ou voient ou sentent un danger, avant même qu'on en ait conscience, nous donne déjà un signal d'alerte qui met en marche un certain nombre de réactions physiologiques du corps, via l'amygdale, via l'hypothalamus, via le thalamus qui est au-dessus, etc., et qui va nous donner une réaction, accélération du rythme cardiaque, mobilisation du muscle du sang dans les muscles moteurs, et sécrétion d'adrénaline qui va nous permettre d'être plus aguerris, d'avoir des sens plus aux aguets, et être capable de réagir par ce qu'on connaît très bien depuis toujours, mais qu'on sait aujourd'hui expliquer d'un point de vue neurologique, la réaction à la peur, qui peut être le combat, la fuite, l'immobiliser ou la paralysie, ou par exemple la fuite, j'en ai parlé, oui, ou par exemple même la soumission, qui est souvent ce qui est recherché par ces peurs constantes sur nous aujourd'hui.
Et ces réactions, elles peuvent être normalement assez justes et très bonnes, puisque face à un lion, vous n'allez pas combattre. A priori, si vous êtes tout seul, vous allez fuir. Et je prends l'exemple du lion parce que notre évolution s'est faite sur plusieurs milliers d'années où nous n'étions pas tout à fait en haut de la chaîne alimentaire, on était plutôt au niveau de la nourriture pour chat. Donc à un moment, lorsqu'on croise un lion parce qu'on se balade dans la savane, il y a intérêt à courir vite. Et donc il y a intérêt à ce que nos réflexes soient rapides et qu'ils nous fassent identifier le danger pour qu'on s'en aille rapidement. Mais c'est aussi le vertige qui est une forme de peur, parce qu'être en hauteur, c'est dangereux si on tombe. Et donc elle nous appelle à la prudence, elle nous aide, la peur, c'est une amie. Et pour la comprendre, pourquoi la comprendre, puisqu'on la vit tous, c'est que justement lorsqu'elle se projette dans l'avenir, grâce à notre cerveau qui est capable d'imaginer un futur comme ce que je fais dans mes livres, qui est peut-être pas agréable, eh bien on va commencer à se dire demain il risque d'arriver quelque chose, ou j'ai un rapport financier à rendre, mon chef va pas être content parce que je l'ai pas fini, ou j'ai peur qu'il me vire, tout ça, ça s'ajoute et ça s'appelle l'anxiété, ça s'appelle l'angoisse. Beaucoup ont travaillé là-dessus, je me base pas mal sur des travaux d'un philosophe danois qui s'appelait Søren Kierkegaard, qui travaille sur l'angoisse, le désespoir, mais c'est de loin pas le seul. Même Freud, dans la psychologie, c'est un des pionniers de la psychologie, il a dit des trucs. Il a dit des trucs intelligents, pas que, mais il a dit des trucs intelligents. Et il a beaucoup travaillé sur l'angst, en allemand, angoisse. Et donc, cette compréhension de la peur va nous permettre de la gérer de manière consciente. Pourquoi? Parce que lorsqu'on la projette dans le futur, elle nous crée des anxiétés, et ces anxiétés répétées nous créent des dommages physiques, psychiques, dépression. On est dans les pays avec les plus hauts taux de dépression au monde. C'est pas par hasard, on nous fait peur constamment. Donc physiologique, les maladies somatiques, beaucoup de cancers semblent être de plus en plus prouvés, être provoqués par le stress, par l'excès de peur et d'angoisse sur une durée prolongée, parce que, encore une fois, nous n'avons pas évolué dans un environnement où il y avait des petits chefs, où il y avait des gouvernements qui nous faisaient peur. Pendant des millions d'années, notre peur était ponctuelle. Un lion, un danger, on se met à l'abri, ou on se met à plusieurs et on combat, mais après c'est fini. Soit on est mort, soit on a été mangé, soit on a survécu, et nos ancêtres ont tous survécu puisque nous sommes là. Donc normalement on a développé les bons réflexes, et ça s'arrête. Et ensuite on relaxe. Et le corps est fait parfaitement pour ce pic d'adrénaline, ce pic d'hormones, ce pic de réaction au stress, et ensuite on se calme. On se dit ouf, oulala, ça s'est bien passé, pardon pour le micro. Mais le corps n'a jamais été conçu pour avoir des embouteillages tous les matins, avoir des chefs qui nous embêtent, bon, on mourrait jeune, donc forcément d'avoir un époux ou une épouse qui nous embête toute la vie. Des fois pas, des fois ça se passe bien. Des enfants pour lesquels on stresse. Avant c'était géré, c'était un petit périmètre, on savait ce qui se passe. On était habitués à être entre nous. Il n'y avait que des gens comme nous, c'était en plus presque tous des cousins. Pas tout à fait, parce qu'on connaissait quand même la tribu d'à côté. Mais il n'y avait pas, si on avait une tribu de 100 personnes, il n'y avait pas une tribu de 50 personnes qui débarquaient d'un autre continent comme ça, d'un coup. Non, ça s'appelait une invasion et c'était la guerre, mais ça n'existait pratiquement pas pendant des millions d'années. Et donc, on n'avait pas ces stress prolongés, on n'avait pas la peur dans le métro de se faire agresser, de sortir de chez soi, de raser les murs en disant « oulala ». Et en plus en disant « si je réagis, si je me défends avec le livre de Pierron en donnant un coup sur la tête, je vais finir en prison parce que je me suis défendu et on va dire que je suis raciste ». Non, 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 ça n'existait pas tout ça. Donc nous n'avions pas de stress prolongé. Donc on ne pourrait pas le savoir pour les cancers, mais je travaille dans le tome 2 sur les paléomaladies, donc qu'est-ce qu'on avait comme maladie avant, pour donner une idée par rapport à aujourd'hui. Et on voit très très bien, en tout cas par rapport aux os et par rapport aux nerfs, parce qu'ils laissent des traces. On n'avait pas de caries, bon ça c'est normal, c'est une question de nutrition, mais on voit qu'il y avait peu visiblement d'effets de maladies somatiques. Probablement on mourrait beaucoup parce que le copain avait piqué notre femme et on lui a fracassé la tête. Ça, c'est ce qui arrivait souvent. Parce qu'on peut le constater dans les tribus primitives existantes aujourd'hui, qu'une des premières causes de mortalité, c'est les hommes jaloux. Bon, donc mesdames, faites attention autour de vous. Mais voilà, c'est à nous aussi de nous maîtriser, évidemment. Mais
Bref, je m'égare. Donc cette peur nécessite d'être comprise pour pouvoir la gérer. Alors comment on va commencer à la maîtriser, à la gérer? J'ai fait le choix d'écrire un livre en 2 tomes. Un premier tome qui est une approche d'abord philosophique et mentale. Et un deuxième qui sera plus physique et peut-être comportementale sur certains points. Et pourquoi philosophique? Parce que nous avons des peurs fondamentales qui s'ajoutent à nos peurs réflexes. Il n'y a pas que la peur du danger, il n'y a pas que le lion qui vous saute dessus qui vous fait peur dans la vie. En fait, il y a des peurs extrêmement profondes et extrêmement angoissantes qui sont la peur de l'inconnu, la peur du rejet, de se retrouver seul, parce que dans la savane, ça voulait dire qu'on allait finir face au lion, tout seul, si on n'était pas en groupe. J'ai expliqué à mes enfants l'autre jour comment on fait lorsqu'on est pour que l'humain soit vainqueur par rapport à un lion. On est allé en Tanzanie à Noël pour voir les parcs. C'était extraordinaire et j'ai beaucoup travaillé en Afrique, donc je connais un petit peu. Donc voilà, je les ai amenés. Et il suffit de 4 personnes pour battre un lion. 4 personnes avec 4 bâtons pointus, et le lion, il n'a quasiment aucune chance de survivre. Maintenant, il y en a un sur les 4 qui va prendre un gros risque. Parce que le lion, quand il s'en approche de un, il se fait piquer les fesses par un des autres, donc il ne sait plus où tourner de la tête. Alors après, s'il y a 2 lions, c'est différent. Mais en tout cas, 4, et c'est ce que font beaucoup de tribus africaines, traditionnellement, ils envoient leurs jeunes au début de l'adolescence, en disant, si vous voulez être des hommes, vous tuez un lion. Allez-y. Vous êtes à 4, 5, 10, allez-y. Partez 1 semaine, 2 semaines, etc. Ils coupent des armes, ils se fabriquent des pieux, etc. Puis au bout d'un moment, le lion, il en a marre de se faire piquer les fesses, alors il en attaque un, et au moment où il en attaque un, tout le monde le plante, et il est mort. Bon, ça peut prendre 1 ou 2 minutes, donc celui qui s'est fait attaquer, il a un petit moment de solitude, là, tout d'un coup, mais ça fonctionne. Bref, on a une autre angoisse plus lourde, c'est la peur de la mort. Parce que la mort, c'est un petit peu compliqué. Pendant longtemps, on mourait par blessure. Bon, ça, on comprend. Ah oui, il s'est cassé une jambe. On mourait au combat. Il s'est fait écraser par un ours ou mordre ou tuer par le lion. On comprend ça. Bon, il n'est plus là, il n'est plus là. Mais quand on commence à mourir de vieillesse parce qu'on est devenu capable de se défendre par rapport au lion et même on devient tout en haut de la pyramide alimentaire et qu'on commence à mourir, bon, c'est tous, hein, surtout quand on vieillit, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc on développe le mysticisme, la spiritualité, et puis plus tard les religions qui nous donnent des solutions, qui nous organisent, même qui organisent la vie, qui nous rassurent. Et donc elles sont très utiles. Donc j'explique un petit peu cette approche. Donc comment est-ce qu'on fait face à la mort? Je ne vous dis pas comment faire. Je vous pose les questions et dans chaque chapitre, il y a bien sûr des entretiens avec des spécialistes, parce que je ne suis ni neurologue, ni psychiatre, ni spécialiste particulièrement... je n'ai pas fait 10 ans d'études sur la peur, j'ai fait que 8 ans de recherche, ça va. Et j'ai lu des centaines de documents scientifiques pour essayer de comprendre la physiologie, mais j'ai interviewé des gens au niveau du prix Nobel. Par exemple, le grand spécialiste mondial de l'angoisse et de la peur, c'est un Américain qui s'appelle Joseph Ledoux, qui doit être d'origine française à la base, ou visiblement de la Louisiane, et qui explique comment fonctionne la peur, etc. Et puis plein d'autres, des philosophes, des spécialistes du stress post-traumatique qui nous expliquent comment fonctionne la réaction à la peur lorsqu'on a été à la guerre, ou lorsqu'on a eu des traumatismes très importants, des agressions notamment. Et dans chaque chapitre, j'ai des exercices, parce que mon objectif, d'abord, je ne serais pas crédible si je vous donnais simplement mon avis, ce serait d'abord arrogant et peut-être finalement peu crédible. Parce que je n'ai que 50 ans, je ne peux pas tout savoir. Alors que les exercices nous poussent à réfléchir sur nous, faire un travail sur nous-mêmes, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fait peur et pourquoi ça nous fait peur. Quels sont les traumatismes qui ont créé les conditions pour lesquelles on a peur de quelque chose, notamment de la mort, notamment d'autres peurs qui peuvent se mettre en place. Hein. On a aussi des phobies, on a toutes sortes de craintes dans la vie qu'on peut développer. Et puis, faire face, donc une grosse réflexion sur la religion, et de là, j'enchaîne sur une forme de connaissance de soi-même. Je ne sais jamais si c'est Aristote ou Socrate qui dit « connais-toi toi-même », mais ça doit être Socrate. Mais peu importe, c'est un grec brillant. Et comme beaucoup des Grecs brillants de cette époque-là. Et donc, nous allons travailler sur découvrir qui nous sommes,
encore une fois, ce n'est pas moi qui vais vous dire qui vous êtes, c'est vous qui allez faire ce travail par les exercices, mais basé sur une trame de réflexion que je vous propose, et puis qui nous sommes pour savoir où on va. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, et savoir où on va parce que ça va nous permettre de nous donner la conviction, la grande force, parce que dès qu'on a des objectifs et qu'en plus on va découvrir comment vivre en étant droit, en étant éthique, en ayant une réflexion sur comment être un surhomme et non pas un esclave dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important. Surhomme au sens nietzschéen, pas au sens de Superman avec des collants ou du Superman ou du surhomme nietzschéen tel qu'il a été appliqué en Allemagne dans les années 30, c'est pas du tout ça. Mais c'est beaucoup plus important en fait, parce que nous pouvons tous être des surhommes, enfin, des hommes et femmes, hein, bien sûr, je parle de l'être humain, afin de comprendre comment atteindre nos objectifs, parce que tout ça nous permet de développer une vie, des objectifs de vie et de remplir notre vie avec beaucoup moins de peur, puisqu'on sait où on va. Et on va nous dire, ah, attention, il y aura une guerre, il y aura une chose. Ok, je suis stoïque, ça ne me concerne pas. Ou je ne peux rien y faire, donc j'accepte vos histoires, mais moi je sais où je vais, et je vais m'adapter. Alors avec flexibilité, bien sûr. Je suis à la base italien, je ne peux pas vous proposer de la rigidité. C'est un truc qu'en Italie, on ne connaît pas trop. On aime bien la subtilité, on aime bien l'art, on aime bien la poésie, on aime bien l'amour, on aime bien la flexibilité. Donc les trucs rigides, ça ne nous parle pas beaucoup. Bien qu'on ait des bons ingénieurs en Italie. On est comme en France, avec des ingénieurs extraordinaires. Regardez les immenses constructions et œuvres d'art, des ouvrages d'art fabriqués par les immenses ingénieurs français. Et nous, on en a moins, mais on en a fait pas mal en Italie. Et donc, j'ai un petit peu cette flexibilité que je vous propose. Et in fine, c'est d'avoir je vous suggère des idées de vie héroïque. Alors, pas être Ulysse, Hector, Chevalier Bayard ou... Donnez-moi un exemple de grand héros russe dans l'histoire. Il y en a plein. Pierre le Grand. Mais bon, on n'est pas tous Pierre le Grand. C'est difficile, mais on peut être... je ne sais pas pourquoi j'ai Stakhanov dans la tête, mais ce n'est pas un bon exemple. Mais on a des héros du quotidien et on a des héros aujourd'hui qui se battent sur le front, malgré le fait qu'ils se battent contre leurs frères. C'est terrible, c'est une tragédie ce qui se passe en Ukraine, mais malheureusement, c'est comme ça. Quand on nous mène à la guerre, on pourra en discuter dans les questions-réponses. Mais voilà, on a un héroïsme du quotidien qui peut être celui d'être père de famille ou mère de famille, d'avoir des enfants, de bien les éduquer. Ça, c'est un sacré héroïsme et qui nous manque aujourd'hui. Pour faire face à l'éducation nationale, qui est ni nationale ni éducative et qui nous impose de plus en plus des abominations. Quel que soit notre avis, quel que soit... Moi, je suis quelqu'un d'incroyablement ouvert d'esprit, et je peux vous assurer que je considère que c'est des abominations, ce qu'on voit, ce qui se fait aujourd'hui. Donc, à un moment, il faut dire non. Mais quand on dit non avec une force de conviction, parce qu'on sait qui on est, on sait où on va, on est indestructible. On est peut-être destructible physiquement, à la limite. On peut même nous mettre en prison, à la limite. Mais alors, qui préfère ne pas aller en prison? Enfin, je préfère aller en prison, disons, je vais retourner ma phrase différemment, je préfère aller en prison que de voir mes enfants éduqués par des fous ou des pervers. Absolument, mais 1000 fois, tout de suite, sans hésitation. Et d'ailleurs, ils ne sont pas éduqués par des pervers parce qu'on fait l'effort, on va aller voir l'école, on va voir le gouvernement, on fait du lobbying et on dit non. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur. Combien de fois j'entends des gens qui disent « Oui, mais si tu te défends, tu vas aller en prison. » Mais alors, c'est quoi cette manière de réfléchir? Non seulement on a le droit de se défendre, si on est en légitime défense, mais on a le devoir de nous défendre. Parce que chaque agresseur neutralisé n'agressera plus personne. Mais à un moment, bien sûr, ça veut dire qu'il faut savoir choisir pourquoi et comment on se bat. Par exemple, dans ce cas-là, mais il n'y a pas que celui-là. Et donc, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais peut-être pour conclure, ce que j'essaye de faire dans ces livres, c'est en fond de nous rendre plus libres. Parce qu'avec la maîtrise, nous sommes plus capables d'être nous-mêmes et donc moins subir. Et donc ces peurs répétées qu'on va nous mettre sans arrêt par-dessus, soit elles vont nous glisser dessus, on va se dire oui, bon, bah, ok, ils veulent nous faire peur, mais j'ai de quoi vivre sans. Et ça se relie avec mon travail précédent qui était sur l'autonomie et la résilience, puisque par exemple,
lorsqu'on nous a fait très peur avec le Covid au début, avec les confinements, attention, si vous faites des bisous à votre grand-mère, vous allez la tuer, et tout ça. Et c'était tragique pour les enfants d'entendre des messages comme ça. Il fallait les rassurer, il fallait leur dire non, non, mais c'est pas vrai ce qu'ils disent, t'en fais pas. Même si c'était vrai, ça n'a pas été le cas. Mais même si c'était vrai, il faut dire aux enfants, mais non, bien sûr que c'est pas ta faute. C'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Et quand il y a eu le confinement, je suis allé dans ma ferme, parce que j'habite dans une ferme avec, voilà, avec ma production de nourriture, mon autonomie, mon électricité, tout ça. Et en plus, ne plus être avec des gens. Je suis très sociable, mais je suis très solitaire. Donc moi, j'étais, ah, c'est génial, je vais être tout seul pendant 2 mois, enfin tout seul avec ma famille. Et j'ai pas eu peur du tout. J'ai eu un petit moment de stress, oui, ça c'est certain. Le jour du confinement, je me suis dit, bon, maintenant tout le monde va stresser, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc on a mis en place les procédures nécessaires pour protéger l'accès à la ferme, pour être sûr que personne vienne de manière bizarre, parce qu'on ne sait jamais, il y a des fous. Puis ils me connaissent, donc on ne sait pas. Ils s'imaginent que j'ai beaucoup de boîtes de conserve qui peuvent venir voler, c'est vrai. Mais c'est surtout un potager, donc voler le potager, je ne sais pas, mais ils peuvent mal réfléchir. Vous savez à quel point on est entouré de déséquilibrés, de fous. Donc on était prêt à cette éventualité-là, donc on a eu 2-3 jours de stress, et puis ça s'est calmé. Puis on s'est dit, mais au fond, on est bien, puis ça s'est très bien passé. On n'a pas oublié le problème, on n'a pas oublié qui a voulu nous faire peur et qui nous a escroqués depuis le début. Alors je parle pour la Suisse, je suis sûr qu'en France ça s'est bien passé, que c'était parfait, que c'était compétent, c'était génial, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils voulaient votre bien. En Suisse, on a quand même une vraie défiance de la population par rapport à l'État. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de confinement d'ailleurs. Mais en tout cas, on était serein. Moi j'étais serein et je n'avais pas peur. Et donc, j'ai utilisé la peur des années à l'avance pour me préparer, pour que le jour de l'événement, tout se passe bien. Parce qu'on peut être prêt aux crises, on peut faire face. Mais si vous n'êtes pas prêt mentalement, toute votre préparation, elle tombe à l'eau, elle est plus efficace. Et donc, ça demande un travail, ça demande des exercices. Ils ne sont pas en soi difficiles. Ils vous demandent un effort d'introspection qui, parfois, est douloureux. Parce que quand on va rechercher les causes de nos peurs, on tombe sur des problèmes qu'on a eu dans l'enfance, peut-être même une éducation de nos parents qui était mauvaise ou parfois basée sur une bonne volonté, mais avec des mauvais résultats. On a tous eu des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient, j'espère, et le mieux qu'ils pouvaient, peut-être. Mais parfois, ils se sont fourvoyés, ils ont fait des erreurs, et on peut les comprendre. Et nous aussi, avec nos enfants, nous faisons des erreurs. Ce n'est jamais parfait, mais en tout cas, on peut retravailler sur cela. Ce n'est pas une fatalité. Bref, j'espère vous éviter des années de thérapie avec ce livre. C'est beaucoup moins cher et plus rapide que de la psychothérapie pendant des années, quoique elle peut être utile. Je ne prétends pas remplacer entièrement, mais je pense que ça vous fait avancer. Et à la fin, encore une fois, l'objectif, c'est d'être plus fort, d'être plus indépendant, plus libre, et donc moins subir la peur. Et c'est ce qu'on doit tous faire, en fait. On doit reconquérir notre liberté, parce qu'on nous l'a volée depuis bien longtemps. Je vous remercie, et j'attends avec impatience vos questions.